Good day, ladies and gentlemen. Thank you immensely for joining us with the Builders News Bulletin in the French language, which you bala bon après-midi. Good day to you, Dix Nabissé. Pour cette première partie en langue française, nous débutons donc du côté, bien sûr, du Mali, où nous parlons de l'accord de paix. La coordination des mouvements de l'Azawad, l'ex-rébellion, qui contrôle toujours la région malienne de Kidal, veut une mise en œuvre de l'accord signé en 2015. La coalition qui déplore le manque d'engagement des principales parties dans un courrier envoyé au ministre algérien des Affaires étrangères réclame donc la tenue d'une réunion d'urgence dans un lieu neutre. Les détails, c'est avec vous, Assam Zeli. La coordination des mouvements de l'Azawad réclame une réunion d'urgence avec l'ensemble de la médiation internationale et c'est dans un lieu neutre. Dans une lettre de son président Al-Bax Ag-Intala au ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamra, la CMA précise que l'objet de cette rencontre est l'examen définitif de la viabilité de l'accord d'Alger. Selon le mouvement, la mise en œuvre de cet accord signé en 2015 est au point mort. L'ex-rébellion qui contrôle toujours la région de Kidal au nord-est du Mali déplore le manque évident d'engagement de la part des principales parties 7 ans après la signature du dit accord. Les différentes parties indexées pour leur manque d'engagement sont le Mali, l'Algérie, la communauté internationale. Parmi les engagements non respectés dans l'accord d'Alger et décriés par la CMA figurent notamment la non-évolution du processus de démobilisation, désarmement et réinsertion devant permettre l'entrée au sein de l'armée régulière malienne des ex-rebelles. Autre élément évoqué, la gestion locale des régions. L'ex-rébellion, dans sa missive, condamne également ce qu'elle appelle les violations répétées des droits humains sur le terrain. Des bavures commises selon elle par les forces étatiques et leurs supplétifs de Wagner. L'accord d'Alger ne fait pas l'unanimité du côté de Bamako, mais pour la coordination des mouvements de l'Azawad, une mise en œuvre du dit accord est nécessaire pour éviter une rupture définitive. Tchad, manifestation du 20 octobre. Après un an et demi de suite de manifestations meurtrières, du 20 octobre dernier, 139 personnes ont été arrêtées lors de ces manifestations et ont été libérées le dimanche 11 décembre 2022. 80 d'entre eux ont donc écopé à 2 ans d'emprisonnement avec sursis. 59 autres ont été relaxés. Les détails de cette information, c'est avec vous, Emma Moto. 139 personnes libérées après un mois et demi de détention suite aux manifestations organisées le 20 octobre contre le pouvoir qui avait fait une 50aine de morts. Le pouvoir avait alors reconnu l'arrestation de 601 personnes en N'Djamena et leur transfert dans la prison de haute sécurité de Korotoro. Le second substitut du procureur de N'Djamena a annoncé leur libération le 11 décembre 2022. Conformément aux décisions qui ont été rendues par le tribunal de grande instance de N'Djamena, ces gens à l'audience foraine à Korotoro aujourd'hui, les 139 personnes sont ramenées en N'Djamena et sont munies de leur ordre de liberté définitive. Et dès cette instance, ils sont libres de regagner leur famille, a déclaré le second substitut du procureur de N'Djamena, Rachid Mahamad Alamine. 80 des 139 personnes ont écopé d'1 à 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Les 59 autres ont été relaxés à l'issue de leur procès qui s'est tenu à huis clos fin novembre durant 4 jours sans avocat ni médias indépendants. Dans le badge de Korotoro, à 600 km au nord-est de N'Djamena. Lors de ce même procès, 262 personnes ont été condamnées à des peines allant de 2 à 3 ans de prison ferme pour attroupement non autorisé, destruction de biens, incendie volontaire, violence et voies de fait troubles à l'ordre public. Il convient de rappeler que 265 personnes sont toujours détenues à Korotoro. Le Conseil de l'ordre des avocats demande qu'elles soient ramenées dans la capitale pour la procédure en appel.
Mesdames, Messieurs, vous regardez la chaîne panafricaine For You, Télévision Africa, et c'est bien sûr le bulletin d'information que nous poursuivons donc avec l'attentat de 1988 à Lockerbie, un ressortissant libyen remis aux autorités américaines. Un Libyen donc soupçonné d'avoir assemblé, même programmé, la bombe de l'attentat de Lockerbie en Écosse, tuant 270 personnes en décembre 1988, a été placé en détention aux États-Unis. Abu Ajila Mohamedou Massoud doit donc comparaître devant la justice américaine, ont indiqué récemment les autorités américaines. Comme habitué a suivi pour nous cette actualité, les précisions. Soupçonné d'avoir assemblé et programmé une bombe ayant fait exploser le vol 103 de la Paname, Abu Ajila Mohamed Bazou est placé sous détention par les autorités américaines de cet ancien membre des services de renseignement de Mohamed Kadhafi. Il sera jugé par le tribunal de Washington. Jusqu'à présent, aucune précision n'a été donnée sur les circonstances entourant sa remise aux autorités américaines. En décembre 2020, 32 ans après le drame de Lockerbie, la justice américaine avait annoncé poursuivre l'ancien membre des services de Kadhafi, détenu à cette époque en Libye. L'attentat avait visé un vol transatlantique reliant Londres à New York à bord de 159 passagers qui avaient trouvé la mort. L'enquête avait également été relancée en 2016 quand la justice américaine avait appris qu'Abu Ajila Mohamed Bazou avait été arrêté après la chute de l'homme fort de Libye à cette époque. L'ancien spécialiste en explosifs des services de renseignement du colonel Kadhafi est ainsi le troisième citoyen libyen à être poursuivi dans le cadre de cette enquête. En 2021, la justice écossaise avait rejeté l'appel formé par la famille de Al-Maghrahi, estimant qu'il n'y avait pas d'erreur judiciaire. La justice avait également balayé du revers de la main la défense de la famille du condamné, estimant que les documents liés à l'affaire que l'autorité britannique refuse de classifier avaient permis d'aboutir à un verdict différent. Rendez-vous incontournable des acteurs majeurs du combat africain. Le Pan-African Award 2e édition du genre se tient donc du 10 au 17 décembre 2022 à Douala, c'est au Cameroun. À l'initiative donc de Paul et la promoteur de l'événement, les panels se suivent et ne se ressemblent surtout pas. Culture, histoire, science, le nouveau et donc plusieurs enjeux géopolitiques de l'Afrique sont passé au crible. Comme point d'orgue, un hommage rendu justement à l'illustre Kolala Omotunde de regretter mémoire. Kwechu nous donne les grands axes de cet événement qu'elle a suivi pour nous son reportage. À Douala au Cameroun, l'acte 2 des Pan-African Awards a débuté le 10 décembre 2022 et se poursuit jusqu'au 17 décembre. Un rendez-vous annuel réunissant les forces agissantes du combat panafricain pour repenser l'Afrique sous le prisme d'une conscientisation collective. Les Pan-African Awards, c'est une action qui vise justement à fédérer les compétences, à fédérer les bonnes volontés, tous ceux et celles qui travaillent au rayonnement de l'Afrique, à la restauration de la vérité historique, à la réappropriation de notre authenticité culturelle en vue d'atteindre l'indépendance économique et la liberté politique que nous appelons de tous nos voeux. Et les Pan-African Awards, loin d'être une démarche de concurrence ou de compétition, visent à encourager tous ceux qui, comme je l'ai dit déjà, travaillent au rayonnement de l'Afrique et tous ceux qui permettent que les Africains aient des consciences de plus en plus éveillées et sortent justement des carcans, des mensonges multiséculaires qui laissent croire que l'Afrique n'a rien apporté à l'histoire, n'a rien apporté à l'humanité. Exposition vente, dédicaces de livres, projections cinématographiques, conférences débats avec des panels divers et variés. L'une des grandes articulations de l'événement cette année, c'est la remise de prix comme clôt du spectacle. Le deuxième élément, la deuxième articulation la plus importante de cet événement des Pan-African Awards, ce sera la soirée du 16 décembre à partir de 20 h à la place Saint-David de Bonanjo. Et ce sera la grande soirée de récompense avec plus de 1500 invités attendus qui recevront des prix, non pas
de façon folklorique, juste pour le fun ou pour les festivités, mais pour s'encourager mutuellement et faire en sorte que les Africains se souviennent que les héros des autres, les modèles des autres ne sont pas les leurs et que nous devons valoriser nos propres héros et avoir nos propres références selon le prisme de nos propres réalités et de nos priorités. Si l'éveil des consciences africaines est en sacerdoce pour ces combattants panafricains réunis à cet événement, il n'est nul doute qu'ils sonnent comme ville, sans une oreille attentive et donc un public qui est massivement entendu. L'actualité oblige, nous avons perdu un très grand homme, l'illustre et désormais regretté Kalala Omotunde, qui nous a quittés il y a quelques semaines et qui était un apôtre justement du travail d'éveil des consciences dans le monde. Nous le pleurons, mais nous sommes contents parce qu'il a légué, il nous lègue un héritage immense en termes au moins de littérature et bien plus. Et le 17 décembre 2022, ici à la maison du parti même, à partir de 15 h, il sera rendu un hommage vibrant à ce très grand homme, comme il le mérite, avec des témoignages, avec des scènes d'action traditionnelles, avec des condoléances, avec un livre qui sera ouvert à cet effet, et avec toutes sortes d'animations qui vont dans le sens d'accompagner notre frère dans cette autre dimension auprès de nos ancêtres méritants, pour lesquels on a une estime incommensurable et sur les pas desquels nous nous inscrivons en fait pour marcher et faire au moins aussi bien qu'eux. Mesdames, Messieurs, nous entrons au sport et c'est la dernière partie de cette partie en langue française. Donc, Coupe du Monde de Qatar 2022 en battant l'Espagne en 8e de finale et le Portugal en quart. Le Maroc a donc clairement affirmé ses ambitions pour cette édition de Coupe du Monde de football. Eh bien, les poulains de Walid Regragui réalisent donc jusqu'ici un parcours sans faute et ont même réussi à entrer dans l'histoire devant la première équipe africaine à atteindre bien sûr ce stade de compétition. Guéné a suivi pour nous cette actualité, les précisions. Qui arrêtera les Lions de l'Atlas dans une percée fulgurante, prestation exceptionnelle, résultat d'un travail de longue haleine sur la base d'une politique sportive ayant pour objectif de faire figurer le Maroc parmi les meilleurs du continent, voire du monde. Les autorités du football marocain, le roi Mohamed VI en tête, ont mis les moyens financiers et les infrastructures sportives adéquates à la disposition de leurs équipes, tant en championnat national qu'en compétition internationale. Non, ce n'est donc pas une surprise de voir le Maroc à ce stade de la compétition, surtout pour une équipe qui n'a plus rien à perdre, mais tout à gagner. Face à la France, championne du monde en titre, la meilleure défense de cette 22e édition de Coupe du Monde de football peut une fois de plus compter sur son collectif humainement bon qui sait subir et qui rompt difficilement. Pour ce grand rendez-vous face au tenant du titre, le Maroc pourrait compter sur le retour de Romain Saïs sorti sur blessure face au Portugal. Même si la participation de Naïf Aguiar n'est pas certaine, Walid Regragui peut une fois de plus compter sur l'état d'esprit irréprochable et la discipline tactique dont font preuve ses poulains pour espérer un résultat positif face aux Bleus. Autre atout majeur de poids de négliger sous aucun prétexte, mais surtout à mettre à l'actif des Lions de l'Atlas cette liesse qui se répand dans le monde arabe et sur le continent africain où les populations se sont rangées derrière le Maroc. Eh bien, c'est sur cette voie que nous mettons un terme à cette partie en langue française. La suite, c'est avec vous, Dixon Abissé. Thank you, Bella. Bon après-midi for the please. Good day once more, ladies and gentlemen. Thank you immensely for joining us on this news bulletin. We debut in the West African country of Guinea, when Musa Dadis Camara, former Guinean military leader, has denied charges that he was responsible for the 2009 staging massacre. He took the stand for the first time in the long-awaited trial on Monday, December 12, 2022. Camara is amongst 11 men on trial, accused of orchestrating the massacre of September 28, 2009.
and faces a series of charges including murder, rape, torture, and assault. Over 150 people were killed during a pro-democracy rally when tens of thousands had gathered at a stadium in Conakry to press Dadis Camara not to run for presidential elections the following year. Ladies and gentlemen, we move forward this time around to talk about the U.S.-Africa summit that kick-started today in Washington. The U.S. says it is ready to commit $55 billion to Africa over the next 3 years as President Joe Biden of the United States hosts the U.S.-Africa summit, which commenced today and discusses the 2023 presidential elections and democracy on the African continent with a small group of leaders. According to White House National Security Advisor Jake Sullivan, the U.S. is bringing resources to the table during the summit and adding that the U.S. commitment to invest on the African continent favors favorably to other countries. More to that, President Joe Biden will host a dinner on Wednesday and night of about 50 African leaders and announce U.S. support for the African Union to join the G20. Ladies and gentlemen, we move from one topic to the next, and we now talk the African continent, where the United States Secretary of the Treasury Office of Foreign Assets Control, acronym OFAC, after a thorough and multi-year investigation, has imposed sanctions on more than 40 people and of course entities for alleged right abuses from over 9 countries, including Guinea's former president Alpha Condé and Karim Keita, the son of Mali's former ousted leader Ibrahim Boubacar Keita. The rest of the story is in the following reports. The United States, after a multi-year investigation, has imposed sanctions on more than 40 people and entities for alleged rights abuses from 9 countries. These personalities include Guinea's former president Alpha Condé and Karim Keita, son of former Malian leader Ibrahim Boubacar Keita. In a statement released on Friday, the U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control, OFAC, said the announcement was the outcome of a thorough and multi-year investigation. Alpha Condé, who was disposed in a coup in September 2021, has been sanctioned for his connection to the serious human rights abuses. Condé became Guinea's first democratically elected president in 2010 and was re-elected for a controversial third term after a constitutional referendum 10 years on. His government was on several attempts accused of endemic corruption and serious human rights abuses. According to the statement released by the U.S. Embassy in Guinea, Condé's security forces engaged in violence against opposition supporters and the government arbitrarily arrested and detained opposition members in 2020. Meanwhile, Keita served as the president of the Security and Defense Commission of the National Assembly in Mali from February 2014 until his father was overthrown in an August coup in 2020. The U.S. said he used his position to receive bribes and embezzle government funds and remove other officials who did not support his actions. The statement added that Keita was also alertly involved in the abduction, torture, murder of reporter Birama Touré, who was investigating his involvement in corruption. Individuals and entities from North Korea, El Salvador, Guatemala, Iran, Philippines, Russia, the Tibetan Autonomous Region of China, and elsewhere were also included in the sanctioned list, with their assets being frozen. Ladies and gentlemen, to wrap up, we now talk Nigeria, where the government of the West African country has said that it is ready to remove a COVID-19 testing requirements for international travelers, and it was no longer mandatory to wear face masks on flights and inside airport buildings. The airlines regulator said on Monday. The Nigerian Civil Aviation Authority, in a notice to airlines, said travelers to and from Nigeria did not need to undergo COVID-19 irrespective
of their vaccination status. Nonetheless, the authorities said travelers above 60 years and those comorbidities were encouraged to use face masks. Meanwhile, Nigeria has recorded 266,381 COVID-19 cases since the start of the pandemic and 3,155 deaths. Ladies and gentlemen, that will be it for this English segment with Minjix Nabise, and obviously that is the end of this bulletin. Je suis Bala pour la version française. Mesdames et messieurs, restez en compagnie de nos programmes.